La question dans les investissements productifs diminuent, les investissements financiers augmentent. Ces investissements financiers, ils alimentent une globalisation. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi finalement ces investissements productifs sont si faibles? Quelles sont les raisons de la faiblesse de ces investissements productifs? Une hypothèse, que je soumets à la discussion, c'est qu'en réalité, les investissements productifs, c'est-à-dire les activités internes, n'offrent pas des promesses de rentabilité suffisantes. On regarde les capacités de développement en France, des activités telles qu'elles se développent aujourd'hui, c'est-à-dire telles qu'elles sont aujourd'hui, eh bien, ces capacités en France, mais même en Europe, ne sont pas suffisantes pour attirer le financement. Parce que ce n'est pas un problème de faiblesse du financement, d'absence de financement. Ce n'est pas un problème de savoir si le taux de marge est là ou n'est pas. Il est là, d'un côté. D'un autre côté, les possibilités de financement sont là. Les possibilités d'autofinancement sont considérables. L'appel à la finance liée aux banques est de plus en plus faible. Les capacités d'autofinancement sont fortes. Et ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Maintenant, quelque part, quelque chose qui relève des conditions dans lesquelles le développement de ces activités est bloqué dans un pays comme la France, voire dans un pays comme l'Europe. Il y a quelque chose qui présente là des éléments irréductibles, pas seulement en termes financiers, parce que les conditions financières finalement sont, de mon point de vue en tout cas, ne sont pas absentes pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces investissements. C'est la promesse de cette rentabilité qui n'est pas là, c'est les capacités de développement de ces activités qui n'est pas au rendez-vous. Alors ça c'est très important, c'est pour moi absolument fondamental. Si ces promesses ne sont pas au rendez-vous, c'est qu'il y a quelque chose qui, comment dirais-je, qui en structure, qui empêche, qui freine, qui bloque le développement économique de manière endogène dans nos pays développés comme les nôtres. Alors, troisième élément de cette première partie, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se joue là. Le premier point, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la fin des années 70, lorsque il y a, en gros, on repère ce basculement en termes d'emploi, eh bien, on constate aussi progressivement, mais même assez rapidement, une transformation des formes de concurrence. C'est-à-dire que la plupart des secteurs industriels se trouvent confrontés à des capacités de croissance faibles et incertaines. Pourquoi? Les secteurs industriels, l'automobile, les équipements des ménages grand public, l'électronique, etc. Pourquoi ces secteurs, qui étaient qui étaient le fer de lance de la croissance des 30 Glorieuses, pourquoi ces secteurs n'arrivent pas à embrayer dans des logiques de croissance qui auraient à ce moment-là soutenu une capacité de justifier des investissements? Qu'est-ce qui se joue? Alors, la première chose, c'est que c'est des secteurs qui deviennent saturés. Saturés ou matures. Saturés ou matures, ça signifie que, en gros, la plupart des ménages sont équipés, ont une voiture, voire deux voitures, ils ont une télévision, ils sont équipés. Et les taux d'équipement sont très importants. Dès la fin des années 70, on atteint les 78, 80, 90% des ménages qui sont équipés dans les biens manufacturiers. Comme les ménages sont équipés, ce qui se joue, c'est finalement, du point de vue de la demande, le multi-équipement, avoir plusieurs équipements, plusieurs télévisions, ou des logiques de remplacement. Bon, on passe de la télévision noir et blanc à la télévision couleur avec les télécommandes, la télécommande avec plusieurs chaînes, capacité d'ouverture avec plusieurs chaînes, etc., etc. En d'autres termes, c'est à travers des objets plus diversifiés que l'on pense qu'on va soutenir le renouvellement des équipements ou le multi-équipement des ménages. Donc la question de l'innovation devient centrale. Pour favoriser, pour arriver à ressoutenir cette demande, il faut faire en sorte que l'innovation, notamment technologique, soit présente, afin que les biens d'équipement soient renouvelés, pour inciter les ménages à continuer à demander. Et d'autre part, on va essayer de réaliser une variété de produits pour affiner, ça va être aussi le bon développement du marketing, pour affiner les réponses industrielles à des segments particuliers de demande. C'est la voie qui s'ouvre fin des années 70, qui se développe avec les années 80, qui va
surtout en France être marquée par exemple, cette déclaration de Fabius 85, les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain, qui portaient sur comment dirais-je, cet espoir, parce que vous dire les choses positivement, on ne va pas dire cette croyance, c'est négatif, on va dire cet espoir, qu'à travers des investissements qui portent sur des innovations de produits et d'innovations technologiques qui les accompagnent, on va être capable de rembrayer et permettre la croissance de ces emplois. Et c'est autour des années 80 que ce processus, début des années 80, 84, exactement, que ce processus se met en place. Et qu'est-ce que l'on voit, avec le décalage temporel, c'est toujours plus facile d'en parler quand on est avec le recul historique, on voit qu'en réalité, cette innovation d'ordre industriel, fondée principalement par l'introduction des nouvelles technologies de l'information, dans les années 80, c'est-à-dire la robotique, etc., eh bien, ces emplois, l'introduction de cette innovation va permettre peut-être de créer certains emplois, mais va freiner simplement la chute des emplois. Elle est absolument incapable de recréer des logiques de plein emploi. Et là, comment dirais-je, les gains de productivité qui sont introduits ne s'accompagnent pas d'une création d'emplois qui permettent de combler les emplois qui sont détruits par les effets de substitution capital-travail. En d'autres termes, les emplois induits par la croissance n'arrivent pas à combler les emplois détruits par l'innovation technologique liée aux robots, et plus largement au NTIC. Et l'emploi se développe de manière structurelle. En plus, comme la demande de multi-équipements ou de biens de renouvellement est une demande instable, c'est-à-dire que les ménages changent de décision, eh bien, on voit en plus une espèce de flexibilité se mettre en place. Flexibilité qui est tout à fait compréhensible quand on voit que la demande des ménages elle-même est flexible. Il faut adapter l'appareil productif à cette flexibilité de la demande, à ce caractère un peu instable de la demande. Et à ce moment-là, non seulement on va être confronté à la baisse de l'emploi, mais on va être confronté à l'instabilité de l'emploi, et vont se cumuler deux phénomènes, emploi structurel, sous-emploi structurel, et création de la précarité, émergence de la précarité. Voilà. En d'autres termes, si vous voulez, alors que, d'une certaine manière, le taux de marge va être rétabli à travers les années 83, la décision de Delors de désindexer les salaires sur l'inflation et les processus qui encourent ensuite dans la dérégulation financière, alors que ces taux de marge vont être rétablis, les investissements productifs ne se mettent pas, ne sont pas aux rendez-vous. Deuxième partie, pourquoi? Ça nous oblige à revenir sur la relation innovation, croissance, emploi, et d'essayer de comprendre la place du travail dans ce processus d'innovation. Alors, si vous voulez, je vais faire deux séries de remarques. Une remarque qui va être liée à la question du cycle d'innovation dans l'industrie, et après je vous montrerai en quoi le cycle de l'innovation dans les services n'est pas le même. Puis, je vais essayer de vous montrer en quoi, très rapidement, pourquoi ce cycle de l'innovation dans l'industrie conduit au du chômage dans la situation dont on vient de parler au regard de la demande. Dans l'industrie, l'innovation de produit précède l'innovation de produit. L'innovation de produit précède l'innovation de process. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est dans l'innovation, on conçoit d'abord un nouveau produit. Généralement, et ça relève du marketing et des services de R&D. Donc ce sont des services très particuliers de l'entreprise qui conçoivent le produit. L'expérience des opérateurs est absolument hors champ. La question du travail salarié, l'expérience de travail hors champ. Ce sont des spécialistes du marketing, des spécialistes de la R&D qui travaillent ensemble pour concevoir de nouveaux produits. Cette conception de nouveaux produits conduit à une production en prototype, ça on dégage des prototypes, des petites séries, et puis ensuite on va innover en termes de process, au sens qu'on va innover
dans les technologies et dans l'organisation pour réaliser ces produits. Et vous voyez, l'innovation de produit précède. L'activité de prototype et des petites séries permet de stabiliser la qualité du produit. Et une fois que la qualité du produit est stabilisée, elle est confrontée à la demande et elle correspond à la demande, à ce moment-là se met en place un nouveau processus, une nouvelle phase, qui est l'innovation de process, qui va réintroduire des nouvelles technologies de processus de production, technologies à la production, des formes d'organisation aussi, qui ont pour finalité d'obtenir des gains de productivité. Et effectivement, les gains de productivité vont permettre de réduire les coûts unitaires des produits, en réduisant les heures de travail, en réduisant la quantité de béton qu'on va introduire, en réduisant donc les consommations intermédiaires, en utilisant de manière plus efficiente les équipements, les machines. Et donc on va obtenir des gains de productivité du travail, des gains de productivité des consommations intermédiaires, des gains de productivité en matière d'équipement qui conduisent à des réductions de coûts unitaires et qui va se traduire sur le plan marchand par une réduction des prix relatifs des produits, c'est-à-dire les prix des produits par rapport au pouvoir d'achat des ménages. Cette réduction des prix relatifs des produits provoque une croissance considérable de la demande, et cette croissance de la demande provoque une croissance de la production, qui elle-même va induire la croissance de l'emploi. Il y a un mécanisme vertueux qui se met en place. Il est vertueux tant que la croissance de la demande est au rendez-vous. C'est-à-dire que la baisse des prix relatifs conduit à la croissance de la demande. Et encore faut-il que cette croissance de la demande soit dans un rythme suffisamment soutenu de toutes les thèses qui restent vraies, des niveaux de croissance pour soutenir la création d'emplois. Il faut que la croissance de la demande soit suffisamment soutenue pour compenser les emplois détruits par l'innovation technologique, par la substitution capital-travail qu'introduit l'innovation technologique. Vous voyez, le rapport positif à l'emploi, il y a un au fait que les prix relatifs conduisent à la croissance de la demande, en d'autres termes, qu'il y a un effet revenu finalement sur la demande, et deux, que le taux de croissance soit supérieur au taux de substitution capital-travail. Ce que l'on constate, c'est que jusque dans les années 70, eh bien, effectivement, ce taux de croissance est favorable. À partir des années 80, ce système se bloque parce que justement cette demande n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire le taux de croissance n'est pas au rendez-vous, quel que soit le système, les évolutions de l'innovation. L'innovation de produits permet simplement, industrielle, permet simplement de ralentir la destruction d'emplois. Si je regarde le rapport au travail, évidemment, le rapport au travail, le rapport innovation, travail, emploi est très distant. Le rapport entre le travail et l'emploi est distant. Il y a un rapport au travail par la question de la productivité du travail. D'ailleurs, on constate que dans l'industrie, il y a un certain nombre de groupes qualité, dont l'enjeu, en fait, c'est de vérifier que la qualité n'échappe à la non-qualité, parce que la non-qualité, son problème, c'est pas que ce soit la non-qualité, le problème, c'est que la non-qualité conduit à des baisses de la productivité. C'est ça qui est gênant pour l'entreprise. Donc, il y a des groupes qualité pour améliorer la qualité de la production, pour en réalité gagner en productivité. Ça, mais c'est marginal. Il y a aussi de temps en temps la source à idées, la boîte à idées, pour arriver à avoir des évolutions du process. Mais très rapidement, les opérateurs se rendent compte qu'il y a une espèce de contradiction entre contribuer à la gain de productivité et la non-stabilité des emplois. Donc ça ne marche pas trop bien cette affaire. En d'autres termes, il n'y a pas de rapport entre l'expérience du travail et l'innovation de produit, et le rapport entre l'innovation, le travail, l'expérience du travail et l'innovation de process est ambivalente, contradictoire, puisque à travers les gains de productivité, eh bien, se jouent les effets de substitution. Et que le rendez-vous de la création d'emplois n'est pas là. Et on voit, vous avez tous autour de vous des expériences où on donne des objectifs de productivité à des sites. Et les ouvriers, les opérateurs sont extrêmement satisfaits parce qu'ils atteignent ces gains de productivité 3 mois après la chute d'emploi. On a tous connu ça. Bon. Donc il y a quelque chose qui casse, si vous voulez, le rapport entre le travail et la question de l'emploi. En d'autres termes, ici, le rapport entre le travail, l'expérience des salariés de le travail et la question de l'emploi est soit marginal, soit perverse.